Bonjour à tous. Je, je vais vous faire voir un petit reportage qui retrace un peu la vie de Gianni Infantino, le président de la FIFA, celui qui aujourd'hui fait la pluie de beau temps du football mondial et qui aujourd'hui contrôle la CAF. Dans le reportage qui va suivre, vous allez voir comment Gianni Infantino a fait pour devenir président de la FIFA. Et vous allez comprendre que ce qu'il a fait avant, il est en train de le faire aujourd'hui avec le football africain. Vous allez voir que les tactiques qu'il a utilisées pour devenir président de la FIFA, c'est ce qu'il est en train d'utiliser aujourd'hui pour ce qu'il a utilisé pour installer son potentat à la CAF. Donc, je veux juste que on voit ce qui se passe et après, on va faire juste un petit commentaire. Regardez. C'est l'histoire d'un modeste fils d'immigrés qui devient un des hommes les plus puissants de la planète. Une histoire comme seul le football sait nous en raconter. Mais dans le premier rôle, pas de joueur de génie, c'est l'histoire d'un juriste habitué plutôt des seconds rôles que nous allons vous raconter. C'est l'histoire de l'incroyable ascension de l'Italo-Suisse Gianni Infantino. Il va devenir président de la FIFA, la richissime fédération internationale de football. Je suis trop émotionné. Je remercie tout le monde encore une fois. Merci beaucoup et travaillons ensemble. Merci. Le football, Gianni Infantino va bien sûr y jouer et même rêver d'une carrière professionnelle, mais il s'arrêtera au niveau de l'équipe junior du FC Brigue. La réalité, c'est qu'il n'était pas très doué. Son cousin, devenu coiffeur, le confirme. Il a toujours parlé du football, mais ok, il a dit aussi j'aime être un footballeur professionnel, mais pas. Je pense que c'était pas vraiment le numéro un dans sa tête. C'était plutôt peut-être un peu être le manager ou comme ça, oui. Pour se réaliser, Gianni Infantino laisse à Brigue ses souvenirs de joueur un peu frustré. Il choisit une formation de juriste. Et très vite, il tente de se faire engager à la FIFA. Il passe par le Valaisan Michel Zenroufinen, qui avait alors un poste dirigeant à la FIFA. Alors je me suis tout de suite dit, ça c'est un gars qui en veut, ça c'est certain, parce qu'il avait une grinta incroyable, il voulait absolument s'occuper d'équipe de foot, il voulait des contacts dans le football, mais Gianni m'avait à l'époque demandé s'il y avait une possibilité de travailler dans la division juridique que je dirigeais. À ce moment-là, elle était relativement petite et il n'y avait pas de poste disponible, parce qu'il y a relativement peu de postes par rapport à la demande. Gianni Infantino tente tout de même de mettre le pied dans la porte. Il obtient un poste d'assistant au CIES, le Centre international d'études du sport à Neuchâtel. Depuis 1995, la FIFA y forme des managers du sport en collaboration avec l'Université de Neuchâtel. Un instrument de prestige voulu par un certain Sepp Blatter. Gianni Infantino aurait voulu davantage, un poste directement au siège de la FIFA. L'ancien président Sepp Blatter n'en garde qu'un vague souvenir. Moi, je ne savais même pas qu'il avait soumis sa candidature pour la FIFA. On m'a simplement dit, mais je ne sais pas si c'était Zenroufinen ou le prochain secrétaire général, mais en tous les cas, la candidature n'a pas été évaluée au niveau de la direction. Pour progresser, Gianni Infantino va toutefois devoir oublier la FIFA, pour un moment du moins. En 2000, il est engagé à l'UEFA, à Nyon, la puissante confédération européenne de football qui gère la Ligue des champions. Et il monte rapidement en grade. Gianni Infantino a un potentiel,
il a participé en fait à toute la croissance de l'UEFA. Il en a quelque part un peu pris les rênes depuis 2009, quand il a été nommé par Michel Platini au poste de secrétaire général. Et puis, quelque part, il a bien fait son travail, parce que l'UEFA est devenue très très puissante. Le juriste de Brigue excelle dans son rôle de manager de l'ombre. Rusé, intelligent, polyglotte, il sera indispensable aux côtés de Michel Platini. Mais la star française saura lui rappeler qui est le patron. L'occasion des tirages au sort de la Ligue des Champions. Basel. Mais pendant qu'il tire les boules à l'UEFA, les événements se précipitent du côté de la FIFA. Sous le règne de Sepp Blatter, la Coupe du Monde devient un énorme business. Droits TV, sponsoring, licences. Les revenus cumulés explosent. 257 millions de dollars en 1998, 5,7 milliards en 2014. Qu'il le veuille ou non, Blatter va incarner cette FIFA affairiste et corrompue. Son salaire finira par dépasser 3 millions de francs par année. Les moyens presque illimités de la FIFA choquent. L'aquarium est grand, mais ça ne suffit pas pour certains. Le poison de la corruption fait son œuvre. Voix achetées, dessous de table pour les droits TV. Les puissants membres du comité exécutif de la FIFA sont dans le viseur. C'est eux qui décident de l'attribution des Coupes du Monde. The 2022 FIFA World Cup is Qatar. Le Qatar, là où tout le monde attendait le choix des États-Unis. Ce retournement va devenir le Qatargate. Les milliards déversés par la pétromonarchie interrogent. Plusieurs enquêtes pénales sont toujours ouvertes en France, en Suisse et aux États-Unis. Pendant que la FIFA s'enfonce, Gianni Infantino à l'UEFA continue d'assurer les tirages au sort de l'Euro et de la Ligue des Champions. Il étoffe son réseau et il négocie avec les clubs et les télévisions. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La foudre de la justice américaine s'abat sur la FIFA. La police a débarqué à l'aube à l'hôtel Beau-Lac. Elle a arrêté 7 membres de la FIFA. Au lendemain de ce coup de filet historique, Michel Platini donne une conférence de presse. Gianni Infantino est à ses côtés, mais c'est le patron qui va se charger de flinguer Blatter en direct. Je suis dépité. Je suis écœuré et j'en ai marre. Enough is enough. Michel Platini va aller plus loin encore à l'adresse de Sepp Blatter. Je lui ai dit, c'est dommage, Monsieur le Président, je pense que ça aurait été formidable pour toi, pour ton image, que tu comprennes la situation et que tu nous quittes. Blatter fait la sourde oreille. Il tente de s'accrocher une dernière fois lors d'un congrès tenu en pleine crise à Zurich. Mais tout simplement, je voudrais rester avec vous. Je voudrais juste rester avec vous. Je voudrais continuer avec vous. Mais le mal est fait. À 79 ans, Blatter est contraint de jeter l'éponge. La voie est libre pour Michel Platini. À l'été 2015, il annonce sa candidature à la présidence de la FIFA. Mais l'ironie dans cette lutte de pouvoir, c'est que Platini va buter sur une vieille affaire en lien avec Blatter. Les deux hommes faisaient la paire à la fin des années 90. Il passe alors un généreux contrat selon lequel le Français devient le conseiller sportif de Blatter. Et étrangement, Platini réclame le solde de ses honoraires des années plus tard. Un versement rétroactif de 2 millions de francs qui va tomber dans les mains de la justice suisse. Ce versement effectué avec l'argent de la FIFA sans l'abus de confiance, selon le ministère public de la Confédération. Il est reproché à Joseph Blatter d'avoir effectué un paiement déloyal de 2 millions de francs suisses en février 2011 en faveur de Michel Platini, alors président de l'UEFA. L'ouverture de cette enquête pénale fait sensation. Elle pousse la commission d'éthique de la FIFA à réagir sans attendre. Blatter et Platini sont suspendus de toute activité liée au football pour plusieurs années.
Platini est sonné, mais il espère faire lever cette sanction devant le tribunal arbitral du sport. Vous savez que je n'aime pas les injustices. Donc j'espère qu'on m'a bien entendu aujourd'hui. L'ancien numéro 10 doit malgré tout suspendre sa candidature à la présidence de la FIFA. Il charge son fidèle lieutenant, Gianni Infantino, de jouer la doublure, d'être provisoirement candidat à sa place. Je pense que quand même, ils se connaissaient assez bien pour avoir une relation de confiance quand même, une relation, un échange. Et je pense qu'au départ, c'était vraiment ce qui était posé. Mais aussi parce que Michel Platini était persuadé que sa suspension provisoire allait être levée et que dès la fin de sa suspension provisoire, il pourrait se mettre en campagne vraiment. Platini ne reviendra pas dans la course. Sa suspension est maintenue. Gianni Infantino prend définitivement sa place et il quitte son rôle d'éternel second. Platini le vit mal, il se sent trahi. Finalement, il s'est fait doubler par son secrétaire général. Ça, c'est vrai. Voilà. C'était assez finement et intelligemment joué de Gianni Infantino, non? Oh, c'est malicieux, malin et malicieux. Il est d'ailleurs très malin, ce type. De la ruse ou de la chance? Il faudra certainement des deux à Gianni Infantino pour s'imposer. Il va mener une campagne intense, user de tous ses réseaux. Le jour de l'élection, le 26 février 2016, à Zurich, il n'est pas donné favori. Son principal concurrent, c'est le cheikh du Bahreïn, Salman Al Khalifa. Et c'est la surprise. Nombre total de votes valables recueillis par Cheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, 88. Nombre total de votes valables recueillis par Gianni, 115. À la tribune, Gianni Infantino se place d'entrée de jeu en grand sauveur de la maison FIFA. C'est le moment, mesdames et messieurs, de revenir au football. La FIFA a passé des moments tristes, des moments durs, des moments de crise. Mais c'est fini maintenant. On doit aller de l'avant, on doit appliquer les réformes, bien sûr, on doit appliquer la bonne gouvernance et la transparence, mais on veut aussi avoir du respect. Le respect que le monde entier doit au monde du football. On va conquérir ce respect par le travail, par la dédication, et on va faire en sorte qu'on puisse finalement, à nouveau, se concentrer sur ce magnifique jeu qui est le football. Voilà. Je suis trop émotionné. Je remercie tout le monde encore une fois. Merci beaucoup et travaillons ensemble. Merci. Thank you. Le nouveau président sait qu'il débarque dans un champ de mine. Il doit très vite verrouiller les leviers du pouvoir et de la communication. Il sait très bien le faire. Nous l'avons d'ailleurs vérifié, Gianni Infantino nous a reçus pour connaître nos intentions, mais son siège est resté vide au moment de l'interview. Justification de son service de communication. Le président Infantino ne souhaite pas faire d'interview pour ce type de film documentaire. Le piccolo, le modeste fils d'immigrés, se révèle dans la fonction, à l'aise aussi bien avec Poutine sur la place rouge qu'avec Trump à la Maison-Blanche. Le carton jaune, c'est un avertissement. Et quand vous voulez expulser quelqu'un, vous montrez ceci. Comme ça. Il soigne aussi sa popularité en Afrique pour vanter sa New FIFA et l'augmentation des programmes de développement. Dans les pays les plus pauvres, les millions de la FIFA sont une aubaine. Cet état de grâce ne va pas durer. En Europe, la FIFA est impactée par une fuite massive de données, les Football Leaks. Des millions de documents internes épluchés par un consortium de médias européens rejoint par la RTS. Et les journalistes vont découvrir que la FIFA a en quelque sorte infiltré la justice suisse, jusqu'au sommet, jusqu'au procureur général de la Confédération, Michael Lauber.
l'enquêteur en chef du pays, en charge du terrorisme, du grand banditisme, va accorder une incroyable faveur à Gianni Infantino. Il accepte de le rencontrer en secret, alors qu'une enquête tentaculaire est toujours en cours sur la corruption au sein de la FIFA. Une première rencontre a lieu le 22 mars 2016 à Berne, non pas au bureau, mais dans un salon de l'hôtel Schweizerhof. Un palace racheté par le Qatar, drôle d'endroit pour une rencontre. Surtout quand on sait que le procureur fédéral enquête sur les soupçons de corruption dans l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et ça ne s'invente pas, le Schweizerhof abrite même l'ambassade de la pétromonarchie. Gianni Infantino a justifié ses rencontres en déclarant que c'était pour assurer Michael Lauber de sa pleine coopération. Si tout était aussi simple et transparent, pourquoi alors ne pas être passé par la voie officielle, se voir au bureau? Pour Gianni Infantino, cette affaire reste une menace. Le danger vient avant tout de Michel Platini. Le Français n'est plus suspendu et il veut sa revanche. Il soupçonne Infantino d'avoir profité de ses rencontres avec le procureur pour intriguer contre lui. Vous estimez avoir été victime d'une forme de complot? J'ai été victime d'une forme de complot, oui, tout à fait, entre des gens de la FIFA et des gens du ministère public, oui. Suisse. Suisse, oui. Tout ça pour pas que je sois président. Ou aussi peut-être d'un côté pour virer Blatter, le ministère public, voilà. Et là, selon vous, vous avez un soupçon sur M. Infantino, qu'il a joué là-dedans un rôle? Il a joué un rôle, mais pas au début. On va voir quel rôle il a joué. Malgré les zones d'ombre, malgré les affaires, tout va bien en fait pour le président Infantino. Les caisses sont pleines et c'est par acclamation, sans contestation aucune, qu'il est réélu lors du congrès du 5 juin 2019 à Paris. Vous avez vu? Vous avez vu qui est Gianni Infantino? Donc, les élections 2023 qui approchent sont doublement et hautement sensibles. Et jusqu'alors, on ne connaît pas qui est le candidat face à Gianni Infantino. Mais sachez que Gianni Infantino, pour le football africain, il utilise ce football pour se faire réélire. Et j'ose croire qu'il y aura quelqu'un en face de lui pour lui montrer que, oui, il ne doit pas contrôler le football africain. Il ne doit pas contrôler ce qui est cher à nous, Africains, notre football. Donc, soyons mobilisés pour qu'en 2023, Gianni Infantino ne passe pas. Voilà. Donc, ciao.